Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo importante, puisqu'on va poser les bases de ce que je vais proposer comme contenu. En effet, il me semble nécessaire d'expliquer clairement en quoi il est important de faire naître la réflexion chez un maximum d'individus, car même si cela peut paraître évident, la réponse est sans doute plus complexe qu'elle n'en a l'air. On va également voir comment bien réfléchir, c'est-à-dire chercher à comprendre quelles sont les conditions qui permettent de favoriser la construction d'une pensée riche, intéressante et organisée. Avant toute chose, je vous propose de commencer par définir le terme de réflexion. Qu'est-ce que c'est exactement que réfléchir? D'après le Larousse, ce terme désigne l'action d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail, la qualité d'une personne à éviter la hâte, ou encore une observation critique. Étymologiquement, réfléchir vient du verbe latin reflecto, formé du mot flecto, qui signifie plier, auquel s'ajoute le préfixe ré, qui ajoute un sens itératif au verbe, qui peut alors se traduire par replier, recourber, ou encore retourner. On peut donc comprendre l'acte de réfléchir comme le fait de plier les choses sous l'action de ma conscience en les examinant à de multiples reprises, mais aussi comme le fait pour la conscience de se retourner sur elle-même. Réfléchir, c'est donc à la fois traiter et comprendre les informations extérieures à ma conscience, mais également le fait pour la conscience de se voir et de se comprendre elle-même. La réflexion apparaît donc tout d'abord comme une activité propre à l'homme, puisqu'il est le seul être capable de prendre de la distance vis-à-vis de lui-même. Il s'agit donc du propre de l'homme que de réfléchir. Mais cela n'irait-il pas plus loin, et cet acte pourrait-il être considéré comme essentiel? En gros, on vient de voir que l'homme est le seul être capable de réfléchir. Cette capacité lui est donc propre. Mais pour autant, est-ce que cela est indispensable à l'homme pour son existence? Essayons de penser à un homme qui ne réfléchirait pas, qui agirait toujours par instinct ou par intuition. Celui-ci ne pourrait pas vivre en société, il serait incapable de toute invention scientifique, il serait complètement amoral, privé de toute liberté. Bref, celui-ci se rapprocherait plus de la bête sauvage que de l'être humain. Cela nous amène donc à penser que l'être humain est essentiellement un être qui réfléchit, qui étudie le monde, et qui s'étudie lui-même. Tout le monde réfléchit, et derrière chaque discours se cache nécessairement une pensée qui se veut cohérente. Se demander pourquoi réfléchir n'a alors plus grand sens, puisque la question comporte en elle-même sa réponse, car on ne saurait la poser sans réflexion préalable. Réfléchir, c'est donc à la fois affiner notre regard sur les choses qui nous entourent, mais aussi rendre possible une introspection du sujet. Cet acte apparaît également comme une forme d'accomplissement de l'homme en tant qu'il est un homme. Je fais ce que je suis le seul à savoir faire et ce que je ne peux m'empêcher de faire. Je pense. Mais alors, concrètement, comment cela se fait-il que, lorsque je me promène dans la rue, ou encore sur les réseaux sociaux par exemple, je puisse voir ou entendre des propos ineptes qui puissent me sembler irréfléchis, infondés, erronés, voire même absurdes? Nous allons donc ici chercher à comprendre pourquoi, aujourd'hui, tant de gens semblent se complaire dans un faible degré de réflexion, et comment essayer de remédier à cela en affinant son esprit. Tout d'abord, essayons de comprendre rationnellement les causes qui peuvent pousser une personne à préférer une approche irréfléchie. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la réflexion implique l'effort, et qu'il est bien plus aisé de ne pas se prendre la tête. De plus, on peut constater une certaine forme de complaisance dans la facilité de l'absence d'argumentation. En effet, il est beaucoup plus facile de dire quelque chose comme « je ne ferai pas de commentaires sur les décisions du président », que de montrer précisément en quoi ces décisions peuvent nous sembler erronées. À cela s'ajoute le problème de l'ego, qui nous a sans doute déjà tous touchés au moins une fois, dès lors que certaines personnes ne partageaient pas le même avis que nous. Il s'agit alors d'agir de telle sorte que, même si j'ai tort, et que j'en suis conscient, je vais essayer à tout prix d'affirmer ma position, car je refuse d'avouer mon erreur, parce que je ne supporte pas cette sensation de faiblesse. En parlant d'avis divergents, il est nécessaire de noter qu'il est bien plus facile de dire des bêtises que de réfuter sérieusement ces mêmes bêtises. Dès lors qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis sur tout et n'importe quoi, sans avoir les connaissances nécessaires, ou une réflexion préalable, le problème se fait de plus en plus sentir. Penchons-nous un peu sur les réseaux sociaux, et constatons que ceux-ci ne laissent que très peu de place à la pensée bien construite, et que celle-ci est souvent noyée dans une masse d'absurdités. Et avec une limite de caractère, comme sur Twitter par exemple, il peut sembler compliqué de présenter une remarque bien amenée et pertinente sans que celle-ci ne soit tournée en ridicule. J'ai l'impression que nous sommes un peu prisonniers d'une certaine liberté de la bêtise, et que cela nous laisse entrevoir une limite de la liberté d'expression au sein d'une société où les intellectuels sont souvent perçus et traités comme des marginaux. Mais alors que faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas en rester à ce constat bien trop pessimiste. Déjà, la question que l'on pourrait maintenant se poser, et qui semble tout à fait légitime au vu des affirmations précédentes, c'est pourquoi se donner la peine d'essayer de réfléchir, alors que la majorité des gens n'en ont apparemment que faire, et qu'ils se contenteront de vous opposer des inepties, qui auront pourtant la même valeur apparente que vos arguments. Il me semble ici important de rappeler que le problème n'est pas de trouver la vérité, mais bien de donner un avis construit qui constitue un point de vue subjectif, cohérent et fondé sur le monde. Il est alors tout à fait envisageable que ce point de vue, qui est le vôtre,
puissent entrer en résonance avec les sentiments d'une autre personne, potentiellement très éloignée de vous. On peut dès à présent considérer que le jeu en vaut la chandelle, car même si beaucoup de gens resteront indifférents face à votre pensée, le fait de partager une idée avec ne serait-ce qu'une seule personne permettra un enrichissement intellectuel. À ce potentiel enrichissement mutuel s'ajoute alors un acte d'accomplissement de l'homme. Pascal utilise la métaphore du roseau pensant afin d'illustrer ce qu'est l'homme. Il affirme que l'homme est comme un roseau, c'est-à-dire extrêmement fragile, et que la moindre petite pierre peut réussir à le tuer. La vie humaine est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Mais ce qui fait la force de l'homme, c'est qu'il est pensant, qu'il a conscience de lui-même et du monde qui l'entoure. Pour Pascal, même si l'univers tout entier prenait les hommes pour cible et qu'il les tuait tous en une fraction de seconde, l'homme demeurerait supérieur à l'univers, car il a conscience de sa mort. L'homme sait qu'il meurt, contrairement à l'univers, qui est incapable de le comprendre, et c'est ce qui fait toute notre grandeur. En plus de cela, chercher et trouver un sens aux choses, construire une argumentation cohérente, proposer une réponse à un problème, tout cela procure un certain plaisir. Chacun apporte sa pierre et aide à bâtir l'édifice des connaissances humaines. C'est en surpassant nos instincts, en sortant de la bulle de l'instant, et en adoptant une attitude d'ouverture avec le monde et avec soi-même, que nous nous montrons dignes de notre humanité. L'ouverture d'esprit que je mentionne ici n'est pas à prendre en sens unique. On peut considérer que toute opinion est légitime, en ce sens qu'elle découle d'une vraie perception subjective propre à un ou à une multitude d'individus. Il faut, pendant un instant au moins, faire fi de l'identité de la personne qui émet son opinion, oublier mon propre avis et tenter de me figurer à la place de l'autre, m'imaginer ce qui a pu l'amener à penser cela. Je pense que cette étape est nécessaire, peu importe la potentielle répugnance que l'on peut avoir face à la vie de l'autre, car le comprendre pleinement est une force certaine qui permet ensuite de mieux répondre. C'est en m'éloignant au plus de ma propre position que je peux ensuite y revenir et la comprendre, la modifier, la consolider et l'enrichir. Il faut à tout prix éviter le manichéisme. Le monde n'est ni tout blanc, ni tout noir, et chaque chose est à prendre dans le contexte qui lui est propre. Je dois être conscient de ma propre subjectivité, et ne surtout pas considérer que mon point de vue est partagé de façon universelle, ou qu'il est erroné de penser autre chose. Mes convictions ne le sont que pour moi, et nul ne saurait énoncer une vérité absolue, quelle qu'elle soit. Pour mieux nous comprendre, et comprendre les opinions des autres, je vous propose de nous pencher rapidement sur Frege, et sa théorie du langage qu'il développe dans ses écrits logiques et philosophiques. Frege distingue alors trois différentes choses qui se cachent toujours derrière le langage: le signe, le sens et la dénotation. Prenons alors l'exemple de la langue française. Ce qui fait office de signe, ce sont les mots. Chaque mot que j'utilise me sert à signifier ma pensée. Il illustre une idée. Le sens, c'est la définition qui correspond à ce mot dans le dictionnaire. C'est l'idée générale à laquelle nous nous rapportons tous lorsque nous utilisons ce mot. Enfin, la dénotation, c'est le sens particulier que prend le mot dans le contexte où je l'utilise et qui passe au travers de ma perception particulière. Prenons le mot amour, afin de clarifier tout cela. Tout d'abord, le terme d'amour est le symbole que j'utilise pour signifier une pensée, un sentiment, pour extérioriser ce qui se passe en moi. Ce mot me sert d'intermédiaire pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Ensuite, ce mot a un sens bien précis et que nous connaissons tous. L'amour, c'est ce sentiment particulier que l'on ressent à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose. Si je dis à quelqu'un « je t'aime », il va bien comprendre, en gros, ce que cela veut dire. Mais c'est ici qu'intervient la dénotation, car malgré cette définition commune, chacun comprend le mot amour d'une façon différente, et ce que j'entends précisément exprimer lorsque je dis je t'aime à quelqu'un n'est peut-être pas tout à fait ce que cette personne entend elle par le terme amour. Et donc, pour Frege, notre langage est imparfait, car les communications que nous effectuons entre nous sont en réalité majoritairement composées de quiproquos, sans oublier que dans notre langue, certains signes ont plusieurs sens, et certains sens, plusieurs signes, qui permettent de les exprimer. Comprendre l'autre et se faire comprendre par l'autre sont donc deux choses bien plus complexes qu'il n'y paraît, et c'est pour cela que des efforts préalables sont toujours nécessaires lorsqu'il s'agit de réfléchir. Les efforts à faire peuvent alors paraître décourageants, voire même insurmontables. Cependant, de nombreuses choses peuvent nous aider, et c'est notamment un des rôles de la culture. En effet, lire des livres, regarder des films, écouter de la musique, ce n'est pas forcément que du divertissement. L'art nous dit quelque chose sur le monde, il nous aide à le comprendre, car à travers lui, on retrouve un auteur qui exprime sa sensibilité particulière à travers un langage qui n'est pas une langue. Le réalisateur soviétique Andreï Tarkovsky nous dit dans son ouvrage Le temps scellé, il y a des aspects de la vie humaine dont l'évocation vraie ne peut être que poétique. L'art et la culture sont indubitablement des outils essentiels de la pensée. Il ne faut donc pas se décourager face à l'idée qu'on pourrait ne jamais réussir à trouver une vérité objective, universelle et éternelle. Ce qui compte pour nous, c'est la recherche de cette vérité, le processus en lui-même, qui même s'il n'atteint pas son but, s'en rapproche très certainement et nous informe sur son objet. Ce que je vais essayer de faire dans mes prochaines vidéos, c'est de m'intéresser à un concept, à un problème, à un paradigme, et d'étudier un maximum de ces aspects.
Mon but ne sera ni de vous donner mon avis personnel, ni de donner une réponse définitive au problème. Ce que je souhaite, c'est de vous donner des pistes et des réflexions claires, vous permettant de pousser plus loin la réflexion, de vous faire votre propre avis sur le sujet donné, et d'avoir des outils afin d'en discuter avec vos proches. Voilà, sur ce je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui et pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye.